Bonjour à tous, ici Anissa, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Enzo Colucci, Head of Sales chez WeHelp et hôte et producteur du podcast Phoenix l'échec mention très bien. Fraîchement nommé à la tête d'une petite équipe de sales et business développeurs, Enzo a accepté de partager avec nous sa vision du management bienveillant qu'il qualifie de management 2.0, alliant performance et bienveillance au quotidien. Une approche que j'ai trouvée très inspirante, donc si le sujet vous intéresse, je vous invite vivement à écouter la suite. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Hello, je suis trop contente de faire cet épisode avec Enzo, même à distance. Voilà, je suis évidemment super fan de ce que tu fais dans ton podcast et c'est vrai qu'à côté de ça, on a pas mal de points communs par rapport à nos carrières professionnelles. Mais avant que j'en dise trop, peut-être je te laisse rapidement te présenter. Ok, alors rapidement, donc moi je m'appelle Enzo Colucci, j'ai 27 ans, je vis à Paris. Je suis Head of Sales chez WeHelp, qui est une start-up d'aide à domicile pour personnes âgées. Enfin, personnes dépendantes, parce qu'on s'occupe aussi de personnes en situation de handicap. Je fête mes 3 ans chez WeHelp ce mois de novembre. Et à côté de ça, j'ai un petit podcast, donc comme tu l'as cité juste avant, qui s'appelle Phoenix l'échec mention très bien, que j'ai lancé en tout début 2020. Et voilà, à peu près ce que je fais aujourd'hui dans la vie. Donc je suis plutôt sales, et puis j'aime bien, j'ai un petit passé aussi un peu d'entrepreneur, donc j'aime bien avoir des petits side projects à côté qui me permettent de stimuler un petit peu ma créativité, de rester occupé, de me mettre à jour sur des sujets que je développe pas forcément dans mon quotidien au taf, mais voilà. Eh ben c'est super Enzo, ça c'est une chouette présentation, un bon petit récap. Et je pense que aussi une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans cet épisode, c'est parce que on va dire pendant un peu la période du confinement, t'es passé aussi manager. Et c'était un petit point commun qu'on avait, puisque moi aussi, ça m'est arrivé à peu près plus ou moins à la même période, début d'année 2020. Et donc, on a traversé tous les deux ces nouvelles responsabilités dans un contexte qui n'est pas forcément évident. Et je sais que tu fais beaucoup de choses à côté pour te développer personnellement, pour le bien-être, tout ça. Et j'avais envie, dans l'épisode d'aujourd'hui, un petit peu de poser, même si on va le voir, peut-être que ce n'est pas des notions qui doivent nécessairement s'opposer, celle de le management bienveillant et la performance, surtout dans un domaine comme le domaine du sales que toi t'occupes. J'aimerais, ou je souhaitais en tout cas, avoir le point de vue de quelqu'un qui est bien concerné par le sujet. Mais avant ça, comme tu sais, peut-être on a une tradition dans le podcast, c'est de commencer avec une petite question de l'au-delà comme ça, pour apprendre à connaître l'invité. Et cette question, c'est de savoir: si ta vie était un film, quel en serait le nom ? Alors ça, c'est très très drôle parce que j'avoue que c'est assez dur de répondre à cette question. Je vais dire, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais expliquer pourquoi, parce que là, dit comme ça va paraître très hautain. Je pense que ma vie, ça s'appellerait La folie des grandeurs. Je ne sais pas si tu connais ce film. C'est un vieux film, hein ? C'est un vieux film avec Louis de Funès. Louis de Funès, c'était mon idole en fait quand j'étais jeune. J'ai regardé, quand à l'époque, toi, tu regardais des dessins animés. Moi, j'étais cloîtré devant Louis de Funès. Les Rabbi Jacob, les gendarmes, la soupe aux choux, les loups la cuisse et la folie des grandeurs. Et pourquoi ? J'étais mort de rire devant ce film, pardon. Pourquoi ? Parce que je suis un grand fan de Louis de Funès depuis tout petit. Donc quand tu me dis un film, tout de suite je vais chercher Louis de Funès en premier, je sais pas pourquoi ça me vient. Et La folie des grandeurs, parce que moi j'ai envie de faire un peu un parallèle avec je pense l'ambition que j'ai moi dans la vie, de réussir sur le plan professionnel, mais avant tout aussi personnel. J'ai juste envie d'être quelqu'un, je pense, d'épanoui au quotidien. Et donc la folie des grandeurs, c'est se dire que je mets toujours la barre assez haute, peut-être parfois trop, mais justement j'ai la folie des grandeurs, j'ai envie de réussir, j'ai envie j'ai envie de marquer les esprits, et j'ai envie d'être heureux avant tout. Donc je mets la barre assez haute, je me fixe des gros objectifs, je me mets une bonne pression parfois, en tout cas j'essaie de tourner cette pression en positif, tel un bon sportif. Et voilà, folie des grandeurs, Louis de Funès. Ceux qui ne connaissent pas, allez regarder. Top. Oui, peut-être il existe des VHS encore sur le film. Sans doute. Moi, j'ai encore la cassette chez moi. Elle est collector. C'est vrai ? Je peux la prêter à qui veut, bien sûr. Faudra que tu prêtes le magnétoscope qui va avec, hein, parce que... Aussi, c'est vrai. Je suis pas sûre que tout le monde peut encore garder des cassettes. C'est clair. Ah bon.
Eh ben, c'est très bien, c'est un très bon titre et c'est un très bon départ. Du coup, Enzo, on va rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais, pour ce faire, que tu m'expliques un petit peu ta vision. On a parlé de ce terme avant, un petit peu en off, de management bienveillant. Mais si on devait donner une définition, en tout cas ta définition, comment est-ce que toi, tu résumerais ce concept ou cette notion? Le concept de management bienveillant, c'est une bonne question, encore une fois. Je pense que la bienveillance, elle passe bien évidemment par l'empathie, arriver à se mettre à la place de tes salariés, arriver à avoir une proximité avec eux, avec tes équipes, te rendre disponible pour eux quand il y a besoin. Je pense que c'est un peu un management 2.0. Moi, je trouve ce management bienveillant, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, heureusement. Et ça passe par la disponibilité que tu offres à tes équipes et le partage d'informations. C'est-à-dire que moi, je trouve que j'essaie d'être le plus transparent possible avec mes équipes, dans le sens où eux, bien sûr qu'ils ont des reportings à me faire et ils doivent me partager leurs infos, les remontées qu'ils ont du terrain. Mais moi aussi, je leur partage de l'info. En fait, ça marche dans les deux sens. C'est vraiment bilatéral, tu vois, les relations qu'on doit avoir. C'est pas juste eux qui me remontent les infos. Moi, après, je crée une strat et je leur demande de l'appliquer. Il y a aussi tout un travail collaboratif, je pense, qui doivent se mettre en place. Parce que si tu veux qu'une personne, justement, elle applique ta stratégie, il faut qu'elle y croie. Il faut qu'elle valide ce que toi, tu veux faire pour qu'elle s'approprie ce travail et qu'elle puisse derrière être performante, en fait. Donc moi, je Ouais. verrais un peu ça. Ça me Comme ça. semble intéressant comme approche. Et justement, toi, avant d'avoir ce poste chez WeHelp et d'être nommé justement Head of Sales, est-ce que tu as été confronté à beaucoup de management différents dans ta carrière? Ouais, je pense. On va essayer de remonter un petit peu loin du coup, mais clairement, j'ai eu tout type de manager. Mon premier vrai manager, je dirais, ça a été une des meilleures expériences de ma vie. J'en parlais sur un autre podcast du coup de Offcast dont on fait partie tous les deux. Et en fait, moi, après le bac, j'avais décidé de partir à HEC Lausanne. Ça s'est pas bien passé. Enfin, j'étais pas en raccord avec les valeurs de l'école et les matières, donc j'ai arrêté. Et j'ai bossé pour une boîte qui s'appelle Coris AG, donc qui fait du fundraising, de la levée de fonds pour ONG. Et en fait, c'était toutes les personnes que vous voyez dans les rues qui vous arrêtent aux bouches de métro ou n'importe où pour vous parler des ONG et vous faire sortir votre carte de crédit. Et ça a été une expérience incroyable. Je dis à chaque fois, c'est la meilleure expérience de vente de ma vie qui m'a donné énormément confiance en moi. Et donc celle-là, je l'ai adorée et j'avais un À chaque fois que coordinateur tu à dis l'époque. ça, je suis choquée en fait, tu vois, parce que Pourquoi? on s'imagine tellement pas que ça peut être une super expérience hyper enrichissante, en tout cas parce que c'est dur C'est super dur de et en faire ce fait c'est en taf. lien avec ta question. Ce que tu dis, c'est que justement pourquoi est-ce que moi à chaque fois j'en parle de manière hyper positive, c'est que j'ai eu un super manager que j'ai cité l'autre fois, Fabien Bontaz, euh, qui m'a donné ma chance à ce moment-là, où c'était super dur les 2 premières semaines de ce job-là, parce que tu te prends des portes H24, t'as jamais fait ça, t'as 19 piges, faut que t'aies confiance, faut que t'arrêtes les gens, faut que tu les pitches. Et en fait, lui, les 2 premières semaines, bah, j'avais pas les chiffres qu'on demandait, ce qu'on demande en moyenne de faire 4-5 signatures par jour, or j'y étais pas du tout, mais il a décelé en moi un petit truc, tu vois, et il m'a donné sa confiance, lui, tu vois. Il m'a dit, écoute, je sens qu'on va quand même réussir à faire un truc, je vais te garder. Parce que dans ce taf-là, en gros, tu fais pas l'affaire, au bout de 1 ou 2 semaines, on te vire, hein, clairement. Il n'y a Ok. pas d'état d'âme à ce niveau-là. Donc, si tu fais pas les chiffres, ciao. Moi, je ne les faisais pas tout à fait, mais il sentait qu'il y avait un potentiel. Et après, il y avait un aspect tellement familial, en fait, dans l'équipe qu'on avait. Moi, j'adore toutes les personnes avec qui je bossais. Je le disais l'autre fois, je me réveillais le dimanche en mode, putain, pourquoi on n'est pas lundi? Tellement j'adorais aller bosser avec eux. Tellement, en fait, je Mhm. prenais mon travail pour un jeu, en fait. Dans la rue, mon travail, c'était un jeu. Il fallait juste que j'arrête des gens et que je passe un bon moment avec eux, que je leur parle d'une chose qui est positive, parce qu'on parle d'une ONG à ce moment-là, et qu'à la fin, ils repartent avec le sourire en disant, bon, bah c'est cool, j'ai fait une bonne action aujourd'hui, je vais filer 20 balles par mois à une Mhm. ONG qui me parle, en fait. Et juste, j'avais un super coordinateur, un manager qui était ultra disponible, qui, à chaque fois que j'avais des moments de doute, était là. Il venait sur les stands parce qu'il bougeait beaucoup. Nous, on avait des spots différents dans toute la Suisse romande. Donc, il venait nous voir. Quand ça allait pas, il te prenait à part. Il dit, vas-y, pose ton badge, pose tout. Viens avec moi, on va marcher. Viens avec moi, on va prendre un café. Tiens, je t'ai ramené du Red Bull, je t'ai ramené des gâteaux, je t'ai ramené des trucs. Allez, vas-y, cartonne, tu vois. Genre, tu sais, il ramenait Ouais. des petites attentions. En fait, il était attentionné. Il était disponible. Il te gueulait jamais dessus. Il était justement hyper empathique parce qu'il savait à quel point le taf, parfois, il pouvait être dur. Bien sûr. Et donc ça a été mon premier manager qui du coup m'a donné beaucoup confiance et que j'aime beaucoup, que je vois plus beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, que j'aimerais beaucoup revoir, mais
un super mec, vraiment, un super mec. T'es parti avec les bonnes bases, du coup. Bien. Ouais, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu ce mec-là vraiment, et je suis parti avec des très bonnes bases, et je me suis dit, putain, ce mec-là, en fait, c'est un super manager, il a tout compris. Et nous, derrière, on perfait, on était la meilleure équipe. Et pour te dire que, en fait, chaque ONG avait une équipe, et nous, les mecs, ils nous voyaient tellement, parce qu'on se retrouvait tous à chaque fois le matin à la gare ou le soir, toutes les différentes ONG, ils voyaient tellement que on était épanouis, on se kiffait, le soir on rentrait, on allait se faire des restos ensemble, le matin on arrivait, on était taquet, peu importe avec qui on était la journée, on adorait nos journées. Et les autres équipes, elles voulaient venir avec Fab. Elle dit, est-ce qu'on peut pas changer, est-ce que je peux venir avec Fab, j'ai trop envie de venir avec vous, wow, vous avez l'air de vous éclater. On dégageait tellement de positives en fait que les gens ils voulaient venir aussi. Donc ça c'était ouf. Donc Fab, ouais, super manager, hyper bienveillant pour le coup. La définition que je te donnais avant, c'était vraiment ça. Ouais. Après, j'en ai eu d'autres moins bien. Enfin, j'en ai eu un autre moins bien, dont je citerai pas le nom parce que c'est pas cool. Mais quand j'étais aux études, j'ai fait un stage alterné et un mec. J'avais une mission avec l'école, il m'a bien aimé parce qu'il trouvait que j'avais du bagou, que voilà, et donc il m'a proposé une alternance derrière, enfin un stage alterné jusqu'à la fin de l'année. Et j'ai pas du tout aimé ce gars, j'ai pas du tout aimé ce mec parce que tu sentais que t'étais juste un pion chez lui. Tu sentais que voilà, tu étais le petit stagiaire, qu'il avait zéro confiance en toi, qu'il fallait vraiment que tu respectes les horaires, que les jours où tu avais un peu fini ton taf, surtout un taf de commercial où tu n'as plus personne à contacter et que tu te barres à 18h, tu as le droit aux vieilles remarques à 2 balles. Ah bah dis donc, tu prends ton après-midi ou tu sais, ce genre de truc à la con. Jamais une intention, jamais rien, tu vois. Toi, tu es aux études, tu vois, donc tu te dis c'est tes premières vraies expériences pro. Et le gars, pas du tout disponible, jamais un mot sympa. Toujours à vouloir chercher plus, tu te dis ok c'est cool, il est entrepreneur, il a envie que sa boîte elle perf, mais en fait moi il me donne pas envie de bosser pour lui ce mec là. Et donc c'est ce qui s'est passé à la fin du truc, j'ai pas voulu re-signer, je me suis cassé et voilà. Donc lui pour le coup pas un bon manager du tout, sans doute une bonne personne, il fait des choses peut-être bien à côté, mais en tant que manager pas bon pour moi. Un autre manager aussi que j'ai eu, là je peux le citer parce que lui je l'adore aussi, Pascal Galantin au Paris-Levallois Basket quand j'étais en alternance. J'ai jamais autant rigolé aussi avec un manager, je pense. C'était le directeur commercial, moi j'étais du coup son assistant. Et encore aujourd'hui, je le vois, je l'appelle, et il a changé de boîte. On va bouffer ensemble. Pascal, je l'adore. Il est d'une gentillesse, il est tellement drôle. Je passais mes journées à rire. J'avais des crampes d'estomac en fait. J'avais des crampes, j'avais mal aux abdos. J'avais mal aux abdos tellement on rigolait la journée. Ah ouais, on passait des moments incroyables. Et c'était génial. Donc Pascal, super mec. Et après, j'ai fait quoi ? Bah après, je suis vite parti. J'avais monté ma boîte, donc j'ai plus de manager jusqu'à aujourd'hui, donc chez WeHelp. Mon fondateur, enfin un des 3 fondateurs, donc notre CEO Victor Sebag, qui est mon manager, qui est justement ultra bienveillant. Mais la bienveillance chez WeHelp, peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est quelque chose, c'est dans nos valeurs, clairement, c'est écrit. La bienveillance, c'est primordial. Il faut qu'on soit bienveillant envers nos personnes âgées, envers nos auxiliaires de vie, et donc on a intérêt à l'être entre nous, entre salariés. Et la bienveillance, c'est vraiment une valeur qui prime chez WeHelp, et Victor, c'est le cas. Victor, bien sûr, il me pousse à être performant et à ce qu'on éclate les chiffres tout le temps, mais le jour où j'ai un souci de santé, de n'importe quoi, ou que je me sens pas bien, il a toujours été là aussi, il m'a toujours soutenu, tu vois. Les jours où je peux avoir des litiges, où j'ai pu m'embrouiller, où je suis énervé, il me prend à part, il me dit ok viens on va marcher, tu vois, viens on va dehors, on va papoter un peu, tu vois. Et toujours avec cet aspect où ok on essaie de rationaliser comme le truc, ok ça va pas bien, ok c'est pas grave, ok voilà les next steps, tu vois. Et il essaie toujours déjà de te... Moi j'adore Victor pour ça, c'est qu'il me challenge beaucoup et il me donne des bonnes bases après pour avancer, et on se met toujours d'accord tous les deux en disant ok vas-y les next steps c'est ça, on est d'accord, ok on part là-dessus. Et donc, ça c'est cool. Donc tu peux compter aussi sur le management, même au top level, où tu sens que voilà, tu peux échanger, te reposer sur eux, repartir, voilà, avoir des conseils et aussi être compris. Clairement, quand j'ai des doutes, tu vois, sur des choix à faire, ou alors je veux partir sur une strat et je suis pas trop en phase avec ça, et que je lui en fais part, lui, parfois, la première approche, il va dire attends, t'as l'impression qu'il casse un peu tout ce que t'avais fait là, et puis en fait, il reprend tes pièces du puzzle, tu vois, il dit ok, cette pièce-là va plutôt aller là, ça, ce que tu dis, ouais, ok, mais non, parce que pour telle raison, ok, cette pièce-là, elle va aller là, et en fait, on réassemble ensemble le puzzle, tu vois. Et à la fin, tu dis ok, bah ouais, c'est cool, là je vois où on va, ok, c'est beaucoup plus clair, tu vois. Il fluidifie vachement plus ma pensée, enfin, il éclaircit, pardon, plutôt mes pensées, tu vois, à ce niveau-là.
Ouais. Ça me fait penser un petit peu à cette expression ou ce proverbe là qui dit que les gens ne quittent pas des boulots, ils quittent des managers. Est-ce que tu es Entièrement d'accord? d'accord. Ouais. Entièrement d'accord. Ouais, je pense que c'est primordial d'avoir un manager avec qui tu t'entends, avec qui il y a une complicité, avec qui euh, tu te ressens avec qui tu as les mêmes valeurs. Et ouais, je suis assez d'accord. Après, il peut avoir, bon, bien sûr, c'est pas une généralité ce qu'on dit là, parce que tu peux avoir une opportunité ailleurs et pourtant être très bien avec ton manager ou très bien dans la Oui. boîte et puis avoir une meilleure opportunité et partir. Mais globalement, oui, je pense que ce qui fait partir les gens avant tout, c'est le manager. Et Si ça justement, se donc passe toi, pas quand tu as bien. été nommé pour ce poste récemment, qu'est-ce que tu t'es dit au moment où ils t'ont proposé ce poste? Est-ce que tu t'es dit, bah super, je vais pouvoir donner la dynamique que j'attendais? Est-ce que tu t'es dit, ah bah ça va rien changer du tout à ce que je faisais? Ou alors est-ce qu'au contraire, tu t'es préparé aussi psychologiquement avec ces nouvelles responsabilités? Ouais, j'ai essayé de me préparer psychologiquement. Alors, j'ai proposé mon plan de reprise justement à Victor, qui nous manageait et donc En fait, c'est lui, pour être très transparent, hein, c'est lui qui m'a proposé ce poste-là lors du bilan annuel, tu sais, qu'on fait. On a tous dans les entreprises chaque année un bilan annuel à faire. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais envie éventuellement de prendre les rênes et j'osais pas trop le proposer. Donc, bon, on a fait un peu le bilan et c'est de lui-même où il m'a proposé ça. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse de reprendre du coup ce poste-là? Et je lui ai dit, bah écoute, carrément en fait, carrément, je suis trop content d'ailleurs que ça vienne de toi et que c'est pas moi qui ai demandé, mais que c'est toi qui me propose le poste. Donc là, tu te dis que bon, bah, t'es légitime aux yeux de ton boss, donc ça c'est cool quand c'est lui qui te propose Mhm. directement ce taf-là. Donc il y a eu cette légitimité que j'ai pu avoir, donc ça c'était super. Je lui ai proposé un plan de reprise avec toutes les nouvelles actions que je voulais faire, etc. Les one-one, les kick-off, les gens que je veux faire intervenir en extérieur, la stratégie du prochain quarter, la stratégie jusqu'à la fin de l'année. Et il a été assez content de ça. Il m'avait dit, ça a pris un peu de temps parce que c'était pendant le confinement. Et je lui ai sorti du coup le plan de reprise et il était vraiment satisfait de ce que je lui ai proposé. Donc c'était cool. Donc on partait vraiment sur des bonnes bases. Après, moi j'ai eu la chance aussi, donc c'était pendant le confinement. Et j'ai été approché par Nouma. Donc je sais pas si tu connais. Oui, ça Un me dit quelque chose, incubateur ouais. aussi. Ouais, un Ouais. incubateur du coup. Enfin à la base c'est un incubateur. Du coup aujourd'hui ils font pas mal de formations justement. Et j'ai été approché du coup par Nouma pendant le confinement, qui me dit, écoute, on lance un nouveau programme, ça s'appelle Nouvelle Vague, c'est pour les managers. Et c'était super en fait, parce que ça tombait vraiment à pic. Donc j'ai fait cette formation pendant le confinement, c'était pendant 6 semaines, et ça Super. regroupait plein de managers différents, dans différents domaines, des managers plus expérimentés, des managers néophytes comme moi, où je venais vraiment de prendre mon poste. Euh, et donc, ça m'a permis de conforter aussi l'idée que j'avais du management dont on parle, le management un peu 2.0, un peu bienveillant, tu vois, où Mhm. on casse un peu les codes d'image qu'on en a. euh, et donc, bah ouais, ça m'a aidé justement à construire ce plan de reprise que j'ai proposé à Victor et partir sur des bonnes bases, pouvoir me confronter à des cas déjà ultra concrets que j'avais pas eu. Et donc, cette formation, elle m'a été hyper utile. Je l'ai recommandé, d'ailleurs, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Et ça m'a bien aidé, je t'avoue. Et puis Ah, après, c'est dans cool. ma, dans ma pratique quotidienne, bah, je pense que pour être un bon manager, mais pour être un bon salarié tout court, pour être tout performant, il faut se sentir bien dans sa tête, il faut se sentir bien dans son corps au quotidien. Donc, moi, je sais que ça passe beaucoup par une routine assez saine et positive au quotidien qui me Qu'est-ce que tu permet fais? justement. Ben, moi, j'ai une routine matinale depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Ça a commencé quand j'avais monté ma boîte. Ouais, ça fera même 4 ans là, en janvier. Euh, où du coup le matin bah, j'essaie de me lever tôt, on va dire allez j'essaie de pas dépasser 6h30. Je me lève, je m'étire un petit peu pour un petit peu voilà réveiller le corps. Je fais un petit peu de pompe ou un peu de voilà un petit réveil musculaire, pas très long tu vois mais quelques petites séries. Voilà, je vais me prendre une douche pour bien me réveiller. Au retour de la douche, je vais méditer pendant une bonne dizaine de minutes. Après, je vais lire un petit chapitre de bouquin le matin. Et puis après, je vais essayer de me prendre un bon petit déj, de me réveiller. Puis après, on part au boulot, quoi. Et puis si j'ai envie dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, oui, je me fais un peu de sport de manière un peu plus intense, tu vois, genre une grosse demi-heure, tu vois. Peut-être pendant la pause du midi ou le soir. Je sais que la pratique sportive, ça rythme beaucoup, tu vois, mon bien-être mental. Et donc, je veux pas me passer de ça.
Et donc, c'est toute cette routine-là, en fait, qui en entraîne d'autres après. Ça veut dire aussi manger sainement. Donc, je te dis, bien se sentir dans son corps me permet de bien me sentir dans ma tête derrière et de le rendre aux autres. Plus le side project, tu vois, que j'ai avec le podcast depuis maintenant le début d'année, qui me permet justement de me stimuler intellectuellement, de rencontrer des belles personnes, d'échanger sur un sujet passionnant que moi, je trouve de l'échec, tu vois. Et donc tout ça, ça me donne des idées, ça me met bien en fait, ça me met dans une dynamique hyper positive avec beaucoup d'énergie que j'essaie de rendre en fait aux autres, tu vois. Ouais. Donc c'est ce que j'essaie d'apporter à l'équipe. Ça, c'est intéressant parce que tu vois, des fois, j'échange avec des personnes qui sont dans des structures beaucoup plus grosses que les nôtres et qui sont face à des managers qui sont sous l'eau et qui sont hyper durs. Qui ont des comportements franchement à la limite, vraiment à la limite de tout ce que tu veux, du harcèlement, de tout ça. Mais c'est des personnes qui sont tellement saturées elles-mêmes par la pression et par la quantité de travail que en fait la seule chose qu'elles savent donner aux autres, c'est cette pression et c'est cette même dureté en fait dans le traitement qu'elles-mêmes ont à leur niveau. Et donc, c'est intéressant ce que tu dis dans le fait que toi, en tant que manager, tu t'alloues quand même du temps pour faire des choses pour toi et d'avoir aussi finalement d'autres activités qui vont t'aider à te développer et à te sentir bien pour pouvoir, une fois que tu arrives au boulot, ne pas transmettre aux gens cette pression constante ou ce stress ou cette angoisse, mais plutôt les choses, on va dire les bonnes choses et les choses bénéfiques que tu as à l'issue de tes différentes routines. Ouais, entièrement d'accord. Bah oui, c'est important de prendre du temps pour soi à côté parce que si t'es pas bien dans ta tête, tu peux pas être bien avec les autres, tu vois. Après, être exigeant et... Enfin ouais, il faut juste pas reproduire, c'est des schémas qu'on veut pas reproduire. Si moi, je me fais taper dessus par mon N+1, peut-être que oui, je vais avoir tendance à vouloir taper sur les autres. Et justement, il faut casser cette image tout de suite, tu vois. Je pense là, après, tu prends l'image des grandes boîtes. J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Moi, je déteste les grandes boîtes, donc j'y bosserai jamais, je pense. Après, faut jamais dire jamais, mais ça m'attire pas du tout. Donc je peux pas parler parce que je sais pas vraiment comment ça se passe dedans. J'ai une image qui est pas forcément très positive, mais il faut arriver à faire la part des choses en fait, je pense, tu vois. Même si toi, c'est aussi ta responsabilité et ta posture de manager de se dire ok, c'est normal que peut-être les mecs du dessus, vu que j'ai un poste à responsabilité, ils attendent certains résultats de moi et de mes équipes, donc ils me mettent la pression. Au même titre qu'on pourrait dire, tu vois, genre des investisseurs avec une boîte. Tu mets des billes dans une boîte, quand t'as ton board tous les trimestres, potentiellement tu te fais taper dessus par les investisseurs. Les gars, ils ont mis des billes dedans, tu leur dois des résultats. Et après, c'est à toi derrière d'arriver à retranscrire cette pression justement auprès de tes équipes. Donc oui, il y a une part de travail sur soi qui doit se faire en disant, ok, moi au-dessus, là, on me demande des chiffres. Bon, comment je fais en sorte qu'on les réalise, mais que je pète pas la tête et que je pète pas la dynamique et le mental de mes équipes, parce que c'est pas comme ça que je vais y arriver. Si moi on me met la pression et que je la remets derrière, il y en a, ils la supportent pas la pression. On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer. Moi, j'adore qu'on me rentre dedans en réalité. J'adore qu'on me rentre dans la gueule, pour parler vulgairement. À premier abord, je vais peut-être un peu me braquer, mais je vais y réfléchir derrière. Et si ce que tu me dis, même sur la forme, si elle est pas belle, si le fond il est juste, je m'en fous après de la forme, parce que je vais dire, il me fait chier, mais il a raison. Mais il y a des gens, ils supportent pas ça. Il y a des gens, ils supportent pas la pression. Donc un manager, je pense aussi, on en parlait tout à l'heure, il doit s'adapter à son salarié. Tu parles pas de la même façon à tous tes salariés. C'est pas possible parce que chacun est différent en réalité. Il y en a, ils supportent la pression, d'autres, ils ne la supportent pas. Donc il faut, toi en tant que manager, tu arrives à déceler ça et à adapter ton discours en fonction de ton collaborateur. Ça, c'est important. Mais la et du pression, coup, le fait que tu mènes... Excuse-moi, le fait que tu mènes toutes ces activités-là en périphérique, c'est ça qui t'aide finalement à casser ce cercle de la pression que tu renvoies telle une balle aux autres? Est-ce que c'est ça qui te permet de te dire non, je sais qu'aujourd'hui on m'envoie beaucoup de choses sur la table, mais je vais essayer de faire la part des choses et de ne pas passer la patate chaude à mes collaborateurs? Est-ce que c'est ça qui t'aide fondamentalement à ne pas reproduire ce schéma? La routine, tu veux dire, à côté ? Ouais. La routine que j'ai ?
Bah, en partie, je pense que c'est pas que ça, parce que y a des jours j'y arrive pas, hein, je suis humain, hein, c'est comme tout le monde, hein, je suis pas un robot. Hein. Là, je dis ça, c'est des belles paroles, et j'essaie d'appliquer au max ce que je dis aujourd'hui. Mais il y a bien évidemment des jours, tu vois, ou des semaines où je vais être un peu en down, parce qu'on est tous comme ça, c'est humain. Et donc, peut-être que ce jour-là, la pression, je vais peut-être un petit peu moins la maîtriser, et je vais peut-être pas forcément bien le retranscrire à mes équipes. Le tout, après, derrière, je pense, c'est aussi de savoir s'excuser justement et de faire le premier pas, tu vois. Si tu sens que tu dépasses les bornes, comme ça peut arriver auprès de certaines équipes, parfois tu peux arriver à être un peu brutal, la façon dont tu dis les choses. Si tu t'en rends compte, moi en tout cas je sais que c'est des choses dont je me rends compte parce que parfois je suis un peu impulsif et depuis toujours et j'essaie un maximum de travailler sur moi, d'où cette routine positive, mais parfois je vais quand même faire preuve d'impulsivité. Et donc dès que j'ai conscience de ça, si je sens que j'ai pu blesser mon interlocuteur, je vais le rappeler. Je vais lui envoyer un petit message, je vais dire écoute, désolé, en ce moment je suis un peu sur les nerfs, je voulais pas du tout te blesser tout à l'heure, je sais que tu fais du bon taf, je sais qu'on va y arriver, tu vois, toujours essayer de retranscrire en positif et en fait ne pas avoir peur de s'excuser parce que c'est humain en fait. Ouais. Tu vois, genre on fait tous des erreurs dans la vie. Et c'est pas parce que t'es manager que t'as la posture ultime et que t'as raison tout le temps. Pas du tout. Il faut justement savoir accepter ses torts en tant que manager. C'est Parce bien que les sûr que managers non, ne tu savent sais pas pas tout. tout. Exactement, ils savent pas tout. Et mon boss m'a dit une chose très juste parce que là on recrute quelqu'un et en fait il dit genre recrute quelqu'un qui sait mieux faire le taf que toi. Et je pense qu'en fait ça aussi c'est la base d'un entrepreneur. Un entrepreneur quand il crée sa boîte, le but derrière c'est qu'à tous les pôles ils mettent des gens qui sont plus performants et qui ont plus de connaissances que lui. Ben, un manager ça peut être la même chose. Peut-être que lui il est arrivé là, tu vois, parce qu'il a réussi, il a parfait. Mais ça ne veut pas dire que ses équipes, elles peuvent pas continuer à lui en apprendre tous les jours, tu vois. D'ailleurs, il y a une différence là-dessus, j'aimerais bien en parler de ça, c'est on a souvent tendance, je pense, à mettre à des postes de manager des gens qui ont réussi à perfer individuellement. Et pour autant, c'est pas nécessairement, c'est ce que mon point de vue, hein, ce que je dis là, hein, c'est pas nécessairement des gens qui sont capables d'être manager. Manager, c'est un taf à part entière. Manager, c'est pas parce que toi, tu as explosé tes chiffres tout seul sur ton secteur que tu vas être capable de mener une équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument. Ça a vraiment rien à voir. Et pour autant, je pense que historiquement, dans le monde professionnel, c'est peut-être très juste pour la boîte, parce que tu dis, ok, si le mec il a réussi à exposer des chiffres, c'est qu'il est légitime, donc on lui donne le poste du dessus. Mais peut-être qu'il n'a pas les épaules pour gérer une équipe et pour gérer tout ce qu'on dit, tu vois, pour s'adapter, pour être bienveillant envers ses autres collaborateurs, parce que lui, il se met une pression de ouf tout seul, mais il ne saura peut-être pas la canaliser pour mener ses équipes vers le haut, tu vois. Ouais. Et il y a une grosse différence à faire au niveau du management aujourd'hui. On a tous trop tendance à mettre des gens qui perfent, mais qui sont peut-être pas capables de bosser autant que ça en équipe, tu vois. Je suis tellement d'accord avec toi et moi je suis aussi dans ces problématiques parce que j'ai une équipe qui est un peu pluridisciplinaire, donc je suis obligée de faire confiance à des gens qui maîtrisent des choses que moi je ne maîtrise pas et je suis obligée en fait avec humilité d'accepter que sur certaines choses je vais être limitée, mais que c'est pas grave parce que finalement si on recrute quelqu'un de plus compétent que moi dans ce domaine, ce sera bénéfique pour la société et ça demande aussi parfois de savoir mettre son ego de côté parce que voilà, c'est pour ça que je disais le manager ne doit pas forcément tout savoir, il ne doit pas forcément être au top dans tous les domaines, mais il y a d'autres qualités qui vont rentrer en compte et qui vont permettre à ce manager-là finalement d'être un bon manager. Mais comme tu l'as dit juste avant, le boulot de manager, c'est en fait une vraie fonction à part entière. Même si on a tendance à l'oublier parce que toi et moi, on est dans des petites structures, donc c'est très rare que tu ne fais que du management, où vraiment tu n'as plus du tout d'exécution, tu n'es pas sur le terrain, enfin en tout cas, à nos échelles, c'est plus compliqué. Et donc c'est pour ça que c'est d'autant plus difficile parce qu'il faut arriver à gérer son propre travail à soi, son rapport aux autres et aussi son rôle de manager où là tu reviens et tu te mets dans une position où bah, toi on va attendre que tu rendes des comptes et que tu puisses apporter des résultats, donc il faut aussi à un moment donné te remettre et faire du suivi individuel avec les gens. Et du coup à ce sujet un petit peu, comment vous vous organisez vous chez WeHelp en termes de structure? Toi, comment est-ce que tu es amené à manager des gens? C'est quoi un peu la disposition actuelle? Alors la disposition actuelle, c'est que moi du coup je manage à la base deux personnes, donc deux business developers qui font aussi de la compte management du coup sur l'Île-de-France, sur Paris. Donc j'ai deux personnes en management que je pourrais appeler hiérarchique, où on va dire qu'officiellement je suis leur N+1. Et après, nous, on a eu aussi une douzaine d'agences en plus de Paris, donc un peu sur tout le territoire français, majoritairement les plus grosses villes de France. On a ouvert depuis maintenant 2 ans et demi.
et où là, on va dire, je manage, mais de manière transverse. C'est-à-dire que je suis pas leur N+1. Eux, ils doivent répertorier au directeur régional. En revanche, moi, je les aide et je les manage sur un canal d'acquisition en particulier. Moi, je m'occupe principalement de l'outbound, en fait, hein, chez WeHelp. Mhm. Et donc, je les aide sur la partie outbound parce qu'en fait, c'est des équipes ops plutôt qu'on a sur le terrain, là, quand je te parle en région. Donc, c'est des équipes, c'est des coordinateurs médico-sociaux, hein, comme on appelle chez nous, c'est-à-dire que c'est des gens qui évaluent le besoin des personnes âgées, qui se coordonnent avec le médecin traitant, le kiné, l'infirmier, etc. Mais à la fois, quand on ouvre des agences, c'est aussi eux qui ont la responsabilité du développement commercial de l'agence. Donc moi, je les aide à développer commercialement l'agence, donc à aller rencontrer justement des professionnels médico-sociaux, notamment en milieu hospitalier. Et donc je les manage exclusivement sur cette partie-là. Donc une douzaine de personnes là-dessus et les deux autres sur Paris. Donc où là, de A à Z, parce que c'est des pure sales pour le coup. Ok. Et est-ce que ça change ton rapport à l'autre, le fait d'avoir ou pas cette hiérarchie, ou est-ce que tu essayes d'insuffler un petit peu le même rapport à l'autre dans ce cadre? Dans mon attitude, je pense que je suis le même parce que de toute façon, que ce soit au taf ou en dehors, moi j'ai tendance à dire que je me lève pas le matin et j'enfile pas mon costard de professionnel, tu vois. Je suis Mhm. autant fou et je suis autant fou au travail qu'en dehors, je pense, clairement. Je m'en cache pas, je l'assume totalement. Euh, et donc, je pense que je suis le même avec toutes les équipes. J'essaie de donner énormément d'énergie aux gens de chez WeHelp, de les tirer vers le haut. Après, c'est vrai qu'il y a une différence, bien évidemment, parce que les gens que je manage en direct, donc les deux à Paris, on développe ensemble les stratégies. Et il y a un peu plus de reporting parce que tu vois, j'ai des kick-offs toutes les semaines avec eux, j'ai un one-one, on creuse un peu plus des sujets. Les autres, c'est un peu différent vu qu'ils ne me reportent pas en direct. Je maintiens du lien avec eux, mais d'amener un peu plus d'énergie. J'essaie que ce soit vraiment un travail qui soit encore une fois collaboratif, d'essayer d'aligner au maximum nos objectifs parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes sur le papier. Mes objs ne sont pas vraiment les leurs, même si le but c'est que la boîte elle fasse de la croissance et que les agences elles fassent plus de chiffres, on est d'accord. Mais c'est pas tout à fait encore vraiment les mêmes objs. Donc il faut qu'on réussisse à s'aligner. Donc il faut que je leur faire entendre que moi, quand je viens vous aider sur la partie outbound, en fait, c'est profitable pour toi et que le taf que je te demande de faire aujourd'hui, j'essaie que ce soit limite un jeu. On parlait de jeu tout à l'heure, moi, comment je voyais mon taf au tout départ. Bah, j'essaie que Mhm. ce soit un jeu, tu vois, les relations entre partenaires, et que ce soit le moment un peu cool de leur semaine, plutôt qu'ils voient ça comme oh là là, la prospection c'est dur, moi là-bas je suis pas sales, donc je vais avoir du mal à le faire, à m'y mettre. Moi j'essaie d'humaniser vachement ça et de dire ok, c'est un jeu, c'est pas grave, on va se manger des portes, mais on s'en fout, parce qu'une fois que tu crées des bons liens avec tes partenaires, t'es super content et t'as créé un Ouais, super truc et t'es hyper fier de toi, et quand tu vas les revoir, bah, c'est ton petit moment cool de la semaine quand tu fais justement de la compte management, tu vois. absolument. Donc, je voudrais juste rebondir une dernière fois sur le truc que je disais avant, là, sur le management, parce qu'il y a aussi, moi je trouve, il y a le management par l'exemplarité. En fait, c'est-à-dire qu'en tant que manager aussi, on n'en a pas parlé depuis tout à l'heure, mais c'est primordial, c'est il faut mettre les mains dans le cambouis avec tes équipes, tu vois. Il faut Mhm. pas juste être le big boss qui est au-dessus, tu vois, et qui dit quoi faire. Il faut aussi montrer l'exemple. Et notamment, tu vois, quand je vais beaucoup en région, eh ben, je fais beaucoup de terrain. D'ailleurs, c'est la majeure, enfin, c'est pour ça que je me déplace. C'est pour ça que je vais en région très souvent. Toutes les semaines, je fais un déplacement. Je vais avec les équipes, on fait du terrain. On va essayer d'enfoncer des portes qu'elles n'arrivent pas à enfoncer toutes seules. Ou alors, je vais faire des rendez-vous avec eux pour qu'ils aient confiance et pour qu'on développe un super discours. Et à la fin, ça paye. Donc, c'est important de montrer l'exemple en tant que manager pour que tes équipes, à la fois, elles te donnent cette légitimité que tu dois avoir, tu vois. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui arrive dans une boîte et qui est manager, et en fait, les équipes se disent ouais, ok, mais ce mec-là, comment il est arrivé là? C'est quoi sa légitimité? Moi, je me casse la tête tous les jours, je vais prospecter, je fais des rendez-vous. Lui, je trouve qu'il serait pas capable de faire ça. Donc, à un moment donné, il faut montrer, entre guillemets, c'est con ce que je veux dire, il faut montrer qui est le boss, tu vois, un peu. Il faut montrer que, ok, moi aussi, je sais prendre des rendez-vous, et quand je vais en rendez-vous, t'inquiète pas que derrière, ça signe, tu vois. Et donc, ça, c'est important, je pense, de montrer l'exemple à tes équipes. De montrer que tu sais faire leur taf, que tu comprends leur taf, que potentiellement tu l'as fait avant eux aussi, tu vois. Pour pas leur demander des choses qui sont totalement inconcevables, tu vois. Parce que tu as des gens qui peuvent arriver à des postes en disant bah oui, on va faire ça. Bah mais non, parce que la réalité du terrain, en fait, elle est tout autre. Là, tu me demandes de mettre une action en place, et en fait, elle n'est pas possible. Toi, elle est Mhm. peut-être possible parce que tu n'analyses que des chiffres, justement, et que tu as un aspect ultra théorique, mais dans la réalité, c'est pas possible. Et nous, en sales, c'est primordial d'avoir justement cette réalité du terrain. Parce que ça change totalement la donne, tu vois. Entre ce que tu penses théoriquement et la pratique, il peut avoir un gouffre parfois.
Et justement, est-ce que c'est le fait que tu sois beaucoup sur le terrain qui te permet de savoir que tu peux arriver à tes objectifs tout en étant humain avec tes collègues? Ouais, je pense. Mais moi, de toute façon, en plus, j'adore ça. Pour être très franc, même si je suis manager, je peux pas m'empêcher d'aller sur le terrain. J'aime trop ça, en fait, parce que j'aime trop le contact humain, encore une fois. C'est même dur parfois quand tu penses que là, je te dis, je suis manager depuis, ça fait même pas un an. Hein. Donc, c'est dur parfois quand tu vas en rendez-vous et que tu dis, ok, ce rendez-vous-là, en fait, moi aujourd'hui, il est fait pour que je vois comment la personne de mon équipe, elle maîtrise son discours. Et donc, il faut que je ferme ma gueule en rendez-vous. Et moi, j'aime tellement faire des rendez-vous, j'aime tellement convaincre que c'est super dur de se canaliser et de dire, putain, il faut pas que je l'ouvre, c'est à elle de gérer, c'est elle qui a le lead sur le rendez-vous. Et moi, j'ai trop envie de parler, j'ai trop envie de parler. Donc non, le terrain, j'adore, c'est primordial. Je te dis, pour avoir cette crédibilité auprès de tes équipes, il faut passer du temps sur le terrain. Il faut passer toi du temps sur le terrain, pas avoir que des remontées terrain. Il faut passer du temps avec ses équipes. Je pense que c'est primordial. Et donc ta question tout à l'heure, c'était est-ce qu'on peut allier bienveillance et performance en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi j'ai envie de dire que oui. C'est peut-être utopique, mais oui. Et je pense qu'on en est aussi un bel exemple chez Yelp. Alors on n'est pas l'exemple ultime, on est un exemple. Mais tu vois, Yelp, moi je les ai rejoints, je te dis, il y a 3 ans, on était une douzaine de salariés en CDI. Aujourd'hui, on est plus de 100. On était présent que à Paris. Et maintenant, on est dans 12 villes de France et on va rouvrir encore, 15 villes en tout. Et on va rouvrir encore 12 villes en 2021. Donc c'est que le modèle, il marche. Et le modèle, il est fondé sur justement la bienveillance, encore une fois, à la base. Donc moi, je pense que oui, c'est totalement faisable. Après, il faut que tu aies des personnes qui soient bien évidemment investies dans leur taf au quotidien. Il faut avoir une notion de performance. Enfin, moi, en plus, je te parle de ça, je suis sales, donc la performance chez nous, c'est quand même ce qui doit nous driver, tu vois. Même s'il ne faut pas se focus, on en parlait tout à l'heure, tous les deux, il ne faut pas faire un hyper focus sur les chiffres. Il faut avoir notion de quel est ton objectif que tu vas atteindre pour avoir, tu vois, une direction dans laquelle aller. Mais il ne faut pas que tu sois branché sur les chiffres tous les jours. C'est hyper malsain. C'est super malsain, sinon t'en oublies vraiment le fond des actions que tu mets en place. Et donc oui, et je pense que c'est totalement faisable parce qu'il faut que tes équipes, elles soient épanouies si tu veux qu'elles soient performantes. Moi, j'aime bien dire, tu vois, genre que oui, les chiffres, c'est bien beau, mais si toi, t'es pas bien dans ta tête, en fait, les chiffres, ils suivront pas. Alors qu'inversement, on sait à peu près où on doit aller. Ce qui compte, c'est qu'il faut que toi, dans ta tête, tu sois hyper bien, que tu sois content de venir au boulot tous les jours, que tu sois content de faire partie de l'équipe, que tu aimes ce que tu fais réellement au quotidien. Et donc, forcément, les résultats, ils vont découler derrière. Parce que si tu te donnes un peu les moyens et que tu es heureux dans ce que tu fais, les résultats, ils vont couler. C'est obligé, tu vois. Bah, c'est super Donc, intéressant. moi, je Je suis me assez dis, partisan de ça. est-ce que c'est comme ça que tu motives tes équipes aussi? Tu leur dis ça au quotidien? Je leur dis pas forcément ça au quotidien, mais ou peut-être que je le transmets. Ça, en tout cas, je te dis, j'essaie vraiment juste c'est d'être disponible quand il y a une problématique, on y réfléchit ensemble et on avance et on se refixe des objectifs. Et j'essaie beaucoup de... En tout cas, j'essaie vraiment beaucoup de féliciter. Tout à l'heure, on parlait d'excuses. Je pense que si en tant que manager, c'est important de féliciter ses équipes. Parce que si tu félicites souvent, bah, tu es aussi légitime de dire quand ça va pas, tu vois. Moi, je fais toujours... je fais un parallèle de ça parce que j'ai fait beaucoup de sport et j'ai souvent été capitaine des équipes. Et même encore aujourd'hui, quand on fait des foot entre potes, je suis toujours celui qui ouvre trop sa bouche. Mais en fait, je félicite chaque action, tu vois. Je félicite chaque action. Je fais un parallèle avec le sport, mais parce que j'ai fait que des sports co, moi, avant. Quand un mec fait une bonne action, je dis putain, c'est bien, bravo. Tu sais, tout de suite, tu donnes de l'énergie. Tu dis solide, tu vois. Genre, tu as des petits mots un peu cons comme ça, tu vois. Mais tu dis bravo, un tel, ou solide, t'es un monstre, tu vois. Genre, t'es un monstre. Et comme ça, de toujours dire le côté positif, le jour où ça va pas, t'as le droit de le dire à un moment donné. Parce que tu dis tellement quand ça va qu'il faut justement pouvoir aussi entendre quand ça va pas. Parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse, tu vois. Et les points négatifs, ils sont faits pour t'améliorer. Donc il faut pas que la personne, faut que tu lui fasses comprendre quand tu lui fais un retour, entre guillemets, négatif, que tu remets pas en cause son existence et la personne qui elle est. Tu remets en question une action bien précise. Ça, tu l'as pas bien fait. Mais ça veut pas dire que toi, Anissa, t'es une mauvaise personne et tout ce que tu fais au quotidien, c'est mal. C'est cette action-là, elle est pas bien, on va l'améliorer. Tu vois ? Absolument, Donc, je suis important de tellement le d'accord féliciter. avec toi. Et important de féliciter. Quand il fait un bon Ouais. truc, moi j'ai mon sales là, tu vois, à Paris, parce que pour l'instant, donc là, il est tout seul le temps qu'on recrute. Dès qu'il m'envoie un Slack,
orientation de telle structure ou j'ai chopé un rendez-vous avec un tel. Moi je dis t'es un monstre trop solide, tu vois, et j'utilise vraiment ces termes, tu vois, on est au taf mais je m'en fous. C'est un gars, on a le même âge, je dis mec t'es un monstre, t'es une machine de guerre, tu vois, je lui mets des emojis avec des gros bras, avec des flammes, avec des fusées, mais parce que je le pense vraiment, tu vois, je lui dis mec c'est trop bien, bravo, c'est trop cool, génial, vas-y continue, on va tout défoncer, tu vois. Et le on aussi c'est pareil en tant que manager, c'est le on qui doit primer, tu vois. Souvent ça c'est pareil, tu vois, ça j'ai pu le vivre aussi avant, et je pense encore plus sans doute dans les grandes boîtes, même si encore une fois je ne peux pas parler pour elles, c'est la notion, tu sais, de s'approprier le travail de quelqu'un et de dire genre j'ai fait ça, moi j'ai fait ça. Bah non, parce qu'à la fin, tu vois, si le mec il fait le taf et que toi tu touches ton variable, c'est parce que on l'a fait en tant qu'équipe, tu vois. C'est une équipe qui a réussi à faire l'atteinte des objectifs. C'est pas genre oui, moi j'ai réussi à faire ça, tu vois. Le jeu, le on, en tant que manager, il est ultra important. Toujours inclure les gens de ton équipe. Même devant tes boss, devant tout ça, tu vois. C'est pas je. Même si t'es en face à face avec ton N+1. C'est pas genre j'ai réussi ça. Bah non, je manage. Donc les petites mains qui fonctionnent derrière, c'est pas tout le temps moi. Donc c'est pas j'ai fait ça. C'est on a fait ça avec l'équipe. Limite parfois, Alex a fait ça. Alex, donc le mec de mon équipe. Lui, il a fait ça. Le mettre en avant, lui. Tu vois ce que je veux dire ? Absolument, ça, c'est hyper important. Absolument. Mais moi je trouve, encore une fois, c'est pour ça que je reviens toujours à ces considérations du travail sur soi-même, mais c'est que finalement, le fait de mettre les autres en lumière, de les mettre en avant, si on est bien avec soi, ça ne nous pose pas de problème, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de se remettre sur le devant de la scène, puisque en fait, au final, en mettant en avant son équipe, c'est soi-même. Si on est un bon manager, en principe, on donne tous les outils possibles à ses équipes pour performer et pour être vraiment au top. Et donc finalement, même si je pense que ce qui est difficile aussi, là où les gens peut-être parfois ont quelques soucis, c'est que c'est pas suffisamment reconnu aussi parfois ce travail, et parce que voilà, il y a des gens, ils sont en recherche de reconnaissance, ils veulent absolument qu'on dise merci, c'est toi, c'est grâce à toi que on a pu faire ça, et donc parfois, ça arrive qu'il soit placé au rang de manager, et donc au final, le manager, il est en concurrence avec ses équipes. Et ça, c'est hyper malsain. C'est pour ça que tu te retrouves avec des équipes où les seuls recrutements qui sont faits, c'est des personnes qui sont moins compétentes, donc pour que le manager ait toujours l'ascendant sur le reste des équipes. Et ça, c'est tellement dommage. Mais tu vois, encore, on revient un peu à la base de ce que je disais, c'est que si tu as des propres insécurités sur toi-même, sur tes compétences, sur ta légitimité, eh bien, tu pourras jamais être un bon manager, parce que tu sentiras toujours le besoin de dire « moi, je fais, moi, c'est grâce à moi ». Et finalement, tes équipes, elles vont pas non plus vouloir bosser avec toi, parce que personne n'a envie de bosser avec quelqu'un qui est comme ça. Et pourtant, ça arrive à tellement de personnes de se retrouver face à des managers comme ça, hein, hommes, femmes, vraiment là pour le coup, je pense que c'est vraiment un truc assez universel. Et je pense que en fait, quand tu arrives à mettre les gens en lumière, même si c'est pas toujours le cas dans ton équipe, eh bien, tu reçois plus facilement aussi le retour de la part des autres, que ce soit dans la reconnaissance, dans la manière de travailler, dans la flexibilité aussi. Si finalement, toi, tu te montres compréhensif et que tu te montres aussi valorisant vis-à-vis des équipes, le jour où toi, tu as besoin aussi qu'elle soit là, qu'elle te donne un coup de main, ou que tu rushes avec elle, les gens sont quand même plus à même de le faire, parce qu'ils savent que humainement, t'es juste. Donc, moi, je te rejoins à 100% sur le fait que il faut savoir aussi féliciter, mettre en avant les gens, parce que nos cerveaux ont déjà tellement l'habitude de retenir que le négatif, que si le peu d'interaction que tu as avec ton manager, c'est pour qu'il te mette la tête sous l'eau parce que tu as fait de la merde, et bien finalement, tu n'arriveras jamais, toi, à te développer et à développer cette confiance en soi. Donc, moi, je suis aussi pour dire quand ça va bien, parce que même les petites victoires, même si ça n'a pas beaucoup d'importance ou d'impact sur le business, ça fait une différence énorme, et on a tous besoin de se sentir valorisé et aussi épanoui dans ce qu'on fait, l'impression d'être utile, je pense. Ouais, je suis d'accord, ça me fait penser à deux phrases que tu dis, c'est il faut donner pour recevoir. En réalité, c'est ce que tu dis un peu là, et le sentiment d'insécurité aussi, où il y a un travail sur soi, c'est que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est vraiment ces deux notions-là, moi, que je retiens là-dedans, c'est que on doit travailler sur nous en permanence, quotidiennement, pour justement se sentir épanoui et se sentir bien et s'aimer. Le premier amour qu'on doit avoir dans la vie, je pense, c'est l'amour de soi, vraiment.
pour justement être à même de rendre aux autres. Les jours où tu te détestes, où t'es pas bien, où t'es aigri, si t'es si tu fais, je dis une connerie, un dîner avec des potes, bah tu vas être dans ton coin, tu vas tirer la gueule et tu vas pas être intéressant. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé, des moments où j'allais pas bien justement, et où tu vois comme des potes, et donc t'es là, mais t'es pas toi, tu vois. T'es là, tu te sens pas bien parce que mentalement t'es pas bien. Et donc c'est important de travailler sur soi pour être toujours dans les meilleures conditions et pouvoir le rendre. Et donner pour recevoir, c'est la base, c'est clair. Et c'est la base même dans le sales, tu vois, on parle souvent d'une relation de win-win. Bah, c'est la même chose quand tu passes un partenariat. Nous, quand on passe un partenariat, si je dis une structure, ouais, nous on est trop bien, vas-y, envoie-moi tout ce que t'as, mais que moi je lui donne rien, c'est quoi le partenariat? C'est win tout court, il n'y a pas de win-win. Bah là, c'est exactement ça. C'est juste, si je te file un truc, bah toi tu vas vouloir me le rendre, c'est normal, il y a un sentiment de redevabilité, mais qui peut être sain. C'est pas juste tu m'as fait ça, bon bah je t'en dois une obligatoirement. Tu peux aussi ne rien attendre d'une personne, tu le fais du plus profond de ton cœur et tu dis ok c'est cool, là je te file un coup de main. Bon bah tant mieux, si ça doit se représenter dans le sens inverse, j'espère que tu feras pareil, mais j'attends rien en retour. Tellement vrai. Bah écoute Enzo, on va terminer sur ces belles paroles parce que je pense que je pourrais pas aller plus haut. Mais c'était vraiment super chouette comme échange et justement tu vois on en parlait avant que tu arrives, tu me disais est-ce que tu étais sûre que je suis la bonne personne, parce que moi ça fait pas si longtemps que ça que j'ai ce poste, mais c'est justement la raison pour laquelle je voulais t'avoir, parce que je trouve que ce sont des managers comme toi, des managers de maintenant en fait, qui donnent aussi ce nouveau souffle au management et qui peuvent aussi apporter finalement des idées nouvelles et de meilleures idées aussi, je le pense. Et justement, c'est à des managers comme ça que j'ai envie de donner la parole pour montrer qu'on peut et que c'est possible en fait. Et moi, c'est aussi des valeurs auxquelles je crois. Et c'est comme tu disais en fait, la personne que tu es dans le boulot, si derrière, tu vois, tu développes tout un tas de choses pour t'améliorer en tant qu'individu, ça va forcément se répercuter sur ton travail. Et donc voilà, je trouvais que c'était vraiment bien de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Donc je te souhaite beaucoup de succès dans ce nouveau rôle et beaucoup de belles évolutions. En général, je vais finir un peu comme toi tu fais dans ton podcast, aussi beaucoup d'échecs, parce que tu dis toujours aux gens que c'est ce que tu leur souhaites de mieux. Puisqu'après ça fait des belles histoires dans ton podcast. Bah, je suis d'accord. Bah, merci pour l'invite, ça me fait super plaisir que tu aies pensé à moi et qu'on ait partagé ce moment. C'était hyper sympa, même si on s'est pas vu, c'est que partie remise. S'ils veulent te suivre du coup, toi tu es présent un petit peu partout, donc sur LinkedIn ils peuvent te retrouver. Ouais, facilement sur LinkedIn, vous pouvez me rajouter, je sais pas si tu mettras le lien ou taper Enzo Oui, Colucci, je vais tout mettre Enzo. Ah, trop bien. Non, mais ouais, sur LinkedIn, je suis assez présent et je réponds vraiment à tous les messages. Donc LinkedIn, sur Insta, ceux qui sont sur Insta, n'hésitez pas à aller suivre la page Phoenix Podcast, Phoenix PHE. Je te voilà. taguerai. Bon, en vrai, c'est un Et d'aller c'est un écouter peu ce que tout. tu fais aussi. D'aller écouter ton Oui, voilà, podcast, ceux qui ont envie, surtout. bien sûr, grave, ceux qui sont chauds, allez écouter Phoenix. Je l'ai pas pitché tout à l'heure, mais Phoenix, voilà, c'est un petit podcast, un petit side project hyper cool. On parle d'échecs, je vais chercher des personnes du quotidien, on parle d'un de leurs échecs, pas que professionnels, d'ailleurs, je le précise, parce que les gens, souvent, ils ont tendance à croire que c'est que pro. On parle aussi de peine de cœur, on parle de rupture, d'échecs sportifs, d'échecs scolaires, on parle d'échecs en tout genre, et on le fait avec... comme tu le fais toi très bien aussi, avec beaucoup de spontanéité, d'authenticité, et voilà, on se prend pas la tête, c'est comme si on se prenait un petit, j'aime bien dire ça, un petit verre en terrasse, même si là on peut pas parce qu'on est confiné, mais voilà. Ça c'est l'ADN de Phoenix et ça restera toujours le cas. Je le citais à plusieurs reprises dans toutes mes interventions. Généralement, je dis allez écouter le podcast d'Enzo parce que c'est exactement le genre de valeur. Et puis je te l'ai déjà dit, mais voilà, j'aurais totalement pu faire un podcast juste sur ce sujet-là parce qu'il y a tellement matière à dire et à partager. Donc encore le meilleur pour toi dans cet exercice chez WeHelp, et puis aussi le meilleur pour ce podcast qui cartonne et qui explose tout parce que tu le mérites. Bah trop gentil, bah tout pareil, genre tout pareil, tout pareil. Tout pareil pour toi, tout le meilleur. Bon, écoute, à très très bientôt Enzo. Bah sans doute, on se fait ça. Ciao ciao Anissa. Ciao. Hey, si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute, j'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes.
Merci et à bientôt.